Alors un jour, un ami m'a dit, si tu rentres dans une pièce en parlant plus fort que les autres, c'est toi qu'on écoutera. Moi j'ai toujours bien pris soin de ne pas suivre ce conseil et de ne pas rentrer dans les pièces en parlant plus fort que les autres, parce que d'une part, je suis trop timide, d'autre part, je ne pense pas avoir plus de choses à dire que qui que ce soit d'autre, du coup bon, là, c'est quelque chose que je ne fais pas. Si tu rentres dans une pièce en disant que c'est toi le meilleur, bah, quelque part les gens vont commencer par se dire c'est peut-être bel et bien toi le meilleur. Après tout, là, on est face à un sophisme pur et simple. Il n'y a aucun moyen de confirmer ou d'infirmer l'information, donc c'est peut-être bel et bien ça. Moi, j'aime pas trop les sophistes, j'aime pas trop les politiciens, et de manière générale, les gens qui parlent plus fort que les autres quand ils rentrent dans une pièce. Du coup, c'est rigolo pour moi d'être là aujourd'hui, parce que forcément, je suis amplifié, et donc vous m'entendez très bien, donc je parle plus fort que les autres, mais je viens pas vous dire que je suis le meilleur, et je vais tout au plus vous apporter quelques généralités sur mon métier, et placer 2 ou 3 citations de circonstances. Donc moi, je bosse dans le milieu de l'audiovisuel. C'est un métier, un milieu où il vaut mieux parler plus fort que les autres quand on rentre dans une pièce et dire qu'on est le meilleur, parce que sinon, c'est difficile de trouver du travail. Du coup, moi, il a fallu que je trouve des subterfuges pour passer outre ce problème-là. Et je me suis dit, dans un premier temps, que la drogue et l'alcool allaient me permettre de désinhiber un peu tout ça. C'est vrai que ça marche plutôt bien au début, et après c'est la santé qui est en jeu, donc il faut être malin aussi. Et je me suis ensuite dit que c'était peut-être la culture qui serait une bonne porte d'entrée pour avoir de quoi échanger avec n'importe qui finalement. Mon idée c'était, plus je sais de choses, plus je suis capable d'échanger avec n'importe qui justement. Mais ça aussi c'est un sophisme, parce que finalement être cultivé ça fait pas de vous quelqu'un de plus intelligent, ça fait juste de vous quelqu'un de plus cultivé, et il y a beaucoup de cons très cultivés. C'est vrai. Et je voulais pas être cette personne qui sait plein de choses, mais qui comprend pas forcément ce qu'elle sait. Du coup, c'était pas non plus ça la solution. L'audiovisuel, c'est aussi un milieu où, avant de faire un premier salaire, il faut bosser pendant un paquet de temps, des fois des années, parce que la loi du marché, c'est quand même le stage. Et si vous n'avez pas un appartement prépayé par les parents ou un nom de famille qui permet d'enfoncer quelques portes, bah, c'est pas super évident. Moi, j'ai ni l'un ni l'autre, et du coup, il a fallu que je m'accroche, hein, évidemment. Et je pense pas être stable particulièrement, mais néanmoins, je continue de travailler dans ce milieu-là, moi, qui me faisait envie depuis le départ, et donc j'ai l'impression que c'est déjà une victoire en soi, on va dire, quoi. Alors, je suis né en Corse, sans être corse. Je suis un pinsout, c'est une insulte dans la bouche de certains Corses. Heureusement, mon père flirtait avec la mafia locale, ce qui a permis à ma famille d'avoir une sorte de légitimité dans le village. Mais ce qui m'a le plus porté, c'est que ma mère, avant ma naissance, elle vendait des gaufres sur la plage et des barbes à papa. Mais pour ma naissance, elle a fabriqué une marionnette. Et depuis ma naissance, ma mère fabrique des marionnettes pour vivre, avec succès. Et en fait, je voudrais lui rendre hommage parce que, en termes de développement personnel et de d'essor professionnel, je crois que j'ai jamais été confronté à quelque chose d'aussi beau. Et ça aurait été superbe que ce soit elle qui vienne vous parler aujourd'hui, plutôt que moi d'ailleurs, je pense. Quand j'étais en primaire, alors ça c'est un classique ce que je vais dire, parce qu'on en connaît tous un, mais là ça c'était moi. Quand j'étais en primaire, c'était moi qu'on choisissait en dernier quand on faisait les équipes de foot. Et en fait ça fait mal quand en plus on aime bien ça le foot, en tout cas c'était le cas à l'époque, du coup maintenant moi ça a un peu changé forcément. Ça aurait pu dégénérer, j'aurais pu fabriquer des explosifs, après tout on était en Corse. Au lieu de ça, je suis resté assis pendant des heures à regarder mes camarades jouer au foot et à me dire « Tiens, moi, si j'avais été à sa place, j'aurais fait ci ou ça. » Enfin, voilà, quoi. Donc, j'étais en train de me raconter mes premières histoires. J'étais peut-être en train d'écrire mes premiers scénarios. Au même âge à peu près, quand j'étais sous la douche, je pissais dans le siphon en me disant « Si tu touches pas les bords du siphon, Marie-Jacqueline, c'était son prénom, sera amoureuse de toi. » Donc c'était un peu tout remettre dans les mains d'une entité supérieure ou dans les mains de l'improbable, parce qu'évidemment que je touchais le siphon quand je pissais. Et du coup je me suis jamais déclaré auprès de Marie-Jacqueline, et évidemment Marie-Jacqueline a certainement oublié jusqu'à mon existence. Cette timidité que j'avais, qui était constellée d'acné en plus, tant qu'à faire, je l'ai transformée en cancre qui fout la merde au fond de la classe. Et en seconde, la prof de français nous demande d'écrire un poème et elle passera ensuite dans les rangs pour comparer ce poème avec les œuvres des grands auteurs. Donc elle fait ce qu'elle a dit et elle arrive à mon poème, elle lit mon poème. Moi j'avais vachement travaillé en plus sur le coup parce que je m'étais dit pour une fois que la consigne me plaît,
ce qui n'était pas super évident, hein. Je vais faire ça bien. Elle lit mon poème, elle me regarde dans les yeux et elle passe au suivant sans rien dire. Alors moi, j'ai jamais trop su si ça voulait dire que ce que j'écrivais, c'était de la merde, ou si elle faisait ça juste pour se venger. Moi, ça aurait pu dégénérer, j'aurais pu fabriquer des explosifs. Heureusement, on avait déjà quitté la Corse, donc la question ne se posait plus. Au lieu de ça, j'ai écrit ma toute première nouvelle, donc mon premier texte littéraire, je l'ai écrit à propos de cet événement-là. Voilà. Ce qui m'amène à ma première généralité, que je formule sous forme de question, on va dire. Est-ce que écrire, ça peut soigner quoi que ce soit? Eh bien, en fait, je pense pas vraiment. C'est-à-dire que moi, quand il y a un problème, en fait, j'ai cette tendance à essayer d'aller le chercher, mais des fois, ça peut prendre un certain temps, quoi. Le problème, ça peut mettre des années, ça peut mettre des mois ou des semaines, avant que j'aille vraiment le chercher au moment où il est en train de gangréner, et à un moment donné, on sait, tu sais que ça gangrène, et donc il faut le sortir, quoi. Bon, et du coup, c'est ce moment-là où je vais écrire le problème en question, où je vais le mettre en avant, quoi. Mais je vais y revenir un petit peu après. À cet âge-là, bon, les problèmes évoluent, l'acné se transforme en psoriasis ou en dyshydrose, c'est-à-dire toujours des problèmes de peau, mais là qui sont plus liés au stress. Et ça m'a permis d'écrire peu de temps après pas un premier texte du coup, mais un texte à ce propos. C'est l'histoire d'un type qui collectionne ses déjections corporelles, quelles qu'elles soient, pour pouvoir fabriquer un clone de lui-même, pour pouvoir à terme se faire un meilleur copain, quoi. Peut-être que ça parlait un peu de moi déjà à l'époque. Peu de temps après, quelques années après, j'ai tourné un clip avec des rappeurs. J'ai enlevé tous les sons du clip, j'ai gardé plus que les images et j'en ai fait un court-métrage avec le son qui est devenu la voix off donc, de ce texte que j'ai donc appelé La Passion du kyste. C'est un court-métrage qui a eu un succès un peu bizarre dans quelques festivals de court-métrage en Russie. Je blague même pas. Généralité numéro 2. Nous, êtres humains, on a cette tendance bizarre à accepter les relations néfastes. Je pense que ce soit en couple, malheureusement, en amitié, ça se voit plus souvent, et encore plus dans le milieu professionnel, on est capable de côtoyer des gens qu'on n'aime vraiment pas. On est en pleine dissonance cognitive. Il y a un type que j'ai lu il n'y a pas longtemps qui s'appelle Paco Mtielman qui disait « On aime ne pas aimer ce qu'on n'aime pas, alors qu'il faudrait apprendre à aimer ce qu'on aime ». La formule, je trouve qu'elle est bien sentie dans ce cas-là. Moi, du coup, dans le milieu de l'audiovisuel, je me suis retrouvé à bosser avec des labels dans le milieu du clip, des petits et des gros. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec les gros labels, on n'avait pas du tout le même langage. Eux, ils avaient une véritable envie de vendre un produit. Et je ne vous apprends rien, hein, c'est pas tout neuf, évidemment, mais vendre un produit contre moi qui avait des petites velléités de créateur et qui pensait que j'allais faire des clips un peu artistiques, ben, en fait, j'ai vite déchanté. Mais ça, c'était pas au début. Au début, j'ai bossé, par chance, sur des clips. Alors, c'est un univers qui ne me correspondait pas du tout, mais je faisais des clips de rap. Et j'ai eu de la chance de travailler avec des gentils rappeurs. À savoir qu'aujourd'hui, autant les gentils rappeurs, ils squattent France Inter, vous avez quelques noms en tête, mais il y a 10 ans, ils n'avaient pas du tout pignon sur rue. Et moi, ça a fait que j'ai pu poser un truc, là, c'était vu que vous n'avez pas de budget, vous êtes obligé de me laisser liberté artistique totale. J'ai dealé ça avec certains, ça a marché. Donc moi, ça m'a permis finalement de développer une touche qui m'appartenait, une petite touche quoi, qui était la mienne, on va dire à ce moment-là, si tant est qu'elle soit vraiment la mienne, et de la déployer auprès de ces groupes qui n'avaient pas d'argent. Donc je faisais tout ce que je voulais. Et ça, c'était pratique. Et ça a fait que j'ai continué à faire du clip avec un paquet d'autres groupes, on va dire, mais j'avais déjà ce truc-là en background. C'est-à-dire que je ne m'étais pas conformé à une esthétique à laquelle j'aurais dû me conformer, on va dire. Donc c'était plutôt une force. Puis j'ai fait un premier documentaire sur une personnalité publique qui m'a ouvert toutes les portes pour me laisser faire un portrait, on va dire, sensible de cette personne-là, quoi. Mais arrivé au montage, cette personne arrive avec son staff pour justement faire une sorte de censure en enlevant toutes les parties les plus sensibles en question. À peu près sur la même période, je fais un autre documentaire, cette fois sur un chanteur, qui s'est tellement livré en interview face caméra que peu de temps avant la diffusion, et il y avait un deal avec une chaîne, peu de temps avant la diffusion, son manager m'a appelé en me disant qu'il viendrait me péter la gueule personnellement si le film était visible. Donc bon, le film n'est pas visible, je me suis débrouillé autrement avec la chaîne. Mais bon voilà, c'était, ça m'a fait un peu rire, on va dire, parce que finalement, autant dans le clip, j'entends qu'on soit là pour
produire un produit à vendre, une pub, on fait de la pub. Et moi, je veux bien me conformer à ce truc-là, je trouve que ça fait sens dans une certaine mesure. Dans le documentaire, par contre, alors évidemment, personnalité publique ou chanteur, c'est des gens qui avaient déjà une image d'eux-mêmes, et eux, ils avaient cette nécessité de rebasculer cette image qu'ils avaient déjà d'eux-mêmes. Donc moi, je me suis un peu perdu là-dedans, en fait, à croire que j'avais la possibilité de travailler en filmeur-filmé, duo, collaboration, tout ça, quoi. En fait, c'était pas aussi simple que ça. C'est pas vrai pour tous les documentaires que j'ai fait, évidemment, mais bon, là, en l'occurrence, ça se vérifiait, quoi. Autre généralité, là c'est Einstein qui disait c'est pas que je suis intelligent, c'est que je vis longtemps avec les problèmes. Et je ne veux pas me comparer mes problèmes à ceux d'Einstein, bien sûr, mais par contre, je peux prendre cette formule un peu pour moi, c'est qu'à un moment donné, les problèmes que je peux avoir, j'ai cette tendance à les laisser traîner, et comme je disais tout à l'heure, jusqu'à la gangrène. Et va arriver le jour où il s'agira vraiment de les faire sortir. Et ça peut partir d'un truc aussi bête que vous avez une altercation dans la rue, vous n'avez pas les mots pour vous défendre, et vous allez passer le reste de la journée à vous refaire l'altercation en vous disant « j'aurais dû dire ci » ou « j'aurais dû dire ça ». Et là, déjà, vous avez une histoire, vous avez un scénario. Moi, c'est un truc que j'ai tendance à laisser... enfin, voilà, ça m'arrive souvent, ce genre de situation, et du coup, je vais apprendre à les utiliser. Pareil, hein, engueulade de couple, vous vous retrouvez ensuite seul sous la douche et vous refaites le match, pour ainsi dire, quoi. Généralité numéro 4. Du coup, d'où viennent les idées? En 400 avant Jésus-Christ, c'est Platon qui dit... Qu'est-ce qu'il dit, Platon? Il dit... je vais me permettre de faire ce que je disais, je suis un cancre, donc je vais chercher mes petites notes. Je ne l'ai même pas écrit en fait, donc tant pis pour ça. Donc tant pis. Bon, Platon disait savoir c'est se souvenir. Voilà, donc en 400 avant Jésus-Christ, Platon dit savoir c'est se souvenir. Ce qu'il a peut-être voulu dire par là, c'est que les idées sont déjà là, tout a déjà été dit, il n'y a plus qu'à se pencher en gros pour piocher et refaire sien ou sienne une idée préexistante. Puis en 1880 à peu près, on a Nietzsche qui dit deviens qui tu es ou deviens ce que tu es. Ça pose une autre problématique, c'est que personne n'est vraiment capable de savoir qui il est, et pour cause, on a tendance à se fabriquer en fonction de la manière dont on est perçu, donc en fait, on est le produit de ce qui nous entoure. Je pense qu'on est même tout simplement le produit de ce qu'on voudrait que les gens voient de nous, on va dire, quoi. Donc moi, ce qu'il y a d'intéressant au final dans tout ça, c'est que mon écriture, elle se situe pile entre ces deux citations-là, c'est que je vais aller chercher en moi ces problèmes. Donc je vais aller chercher quelque chose de hyper subjectif, hyper sincère, et je vais les rebasculer au plus grand nombre. Et finalement, il y a quelque chose de... On est en pleine dissonance cognitive aussi, c'est qu'on va essayer de rendre quelque chose de très perso le plus global possible. Et vu qu'à être global, on a envie de plaire à tous, enfin, c'est pas toujours vrai, hein, moi le premier, mais par contre, il y a cette idée d'essayer de se faire lire ou entendre par le plus grand nombre. Du coup, on a tendance à trouver un juste milieu entre tout ça et tout ça, quoi. Ce qui fait que moi, en parlant de dissonance cognitive, on peut dire que je suis heureux d'être malheureux. Parce que quand j'écris, j'ai tout intérêt à être dans un mauvais mood, dans des circonstances un peu négatives, parce que c'est là que ça sort, on va dire. Donc finalement, c'est pas plus mal que je sois malheureux. Donc ça me rend heureux d'être malheureux, c'est aussi con que ça, quoi. Et il y a des amis à moi qui se moquent un peu en disant que je suis un amoureux de l'amour. Et alors c'est vrai que moi, il y a beaucoup de mes histoires, en tout cas en termes de nouvelles, qui partent d'histoires d'amour. Et donc ils disent que je suis un amoureux de l'amour, et je suis un peu client de tomber amoureux d'un système plus que d'une personne, genre d'une situation plus que d'une personne. Ce qui fait que je vais me prendre de passion pour quelqu'un à cause de ce qui l'entoure, plus que de la personne en tant que telle. Et déjà, il y a cette espèce de gangrène qui se met en place. Je sais d'avance, je peux prophétiser en général, pourquoi est-ce que je vais me séparer de quelqu'un. Je sais que c'est à cause de cette situation, ou de ce système, qu'à terme, et je le sais dès le début, hein, c'est débile, quoi, mais qu'à terme, je vais me séparer de cette personne, quoi. Mais là, soudainement, c'est la douleur qui frappe à la porte et qui dit, bon, tu vois, tu as un sujet, là, tu peux raconter quelque chose, tu as quelque chose à écrire. Donc voilà, c'est un peu ce qui me correspond, moi, dans l'écriture, que ce soit en littérature, mais que ce soit aussi en audiovisuel, et bon, je fais un peu de musique aussi, et ça s'y prête aussi pas mal.
Et donc, en fait, je voudrais bien finir en disant que moi, je regrette qu'on nous refuse à ce point la sensibilité, enfin, même l'hypersensibilité. On attend de nous d'être joyeux, d'être enthousiaste. On ne nous laisse pas la marge pour être triste. On n'a pas le droit de pleurer dans la rue. C'est super mal vu. Donc, en général, quand on est triste, on a l'air hyper sérieux. Et pour moi, être hyper sérieux, c'est anti-romanesque, quoi. Et je trouve ça hyper triste d'être obligé de passer à côté de ce sentiment qui nous prend quasiment... Ça vient autant que la joie, quoi. Ça devrait être équilibré. Et au bout du compte, j'ai l'impression que ça ne l'est pas vraiment équilibré. Et je pense que vu que l'art a tendance à infuser les modes de pensée, si on laissait plus de sensibilité entrer, entre guillemets, dans l'art, les modes de pensée auraient la possibilité d'avoir un peu plus de sensibilité et on pourrait peut-être récupérer ça dans notre vie quotidienne, quoi. Et pour finir, à ceux qui continuent de rentrer dans les pièces en parlant plus fort que les autres et en disant que c'est eux les meilleurs, moi je crois et j'espère qu'au bout du compte, c'est la sincérité qui vaincra, parce que je crois qu'il n'y a que ça qui compte. Et merci beaucoup.